Donc je me présente, Marie Fichet, et accompagnée de Alexandra Basso. On est chargé d'affaires juriste en propriété industrielle à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Et on va vous parler de levée de fonds et stratégie pays pour débuter cette matinée. Ça marche pas? Oh là là. Donc on va commencer. Alors, pour déjà débuter le sujet, on va vous présenter un peu les missions de l'INPI. Notre métier avec Alexandra de chargée d'affaires. Ensuite, on reprendra un peu, faire un petit rappel sur la typologie des actifs immatériels. On fera un petit aussi rappel sur l'importance de se protéger avec des titres de propriété industrielle pour développer son activité. Ensuite, le cœur du sujet avec les levées de fonds et les bonnes recommandations et les bons réflexes à avoir. Et ensuite, on finira par vous présenter les prestations d'accompagnement de l'INPI pour développer votre portefeuille. Donc l'INPI, Institut national, le seul organisme en France pour déposer vos titres de propriété industrielle, tels que brevets, marques et dessins et modèles. D'autres missions aussi qui sont un peu moins connues, donc tout ce qui est sensibilisation et formation. On a aussi une mission avec la contrefaçon. Dernièrement, aussi la création du guichet unique avec tout ce qui est formalité d'entreprise, donc immatriculation, modification et cessation, ça c'est géré par l'INPI. Et nous, donc avec Alexandra, on a la mission qui est d'accueillir et d'accompagner les entreprises sur tous les sujets en matière de propriété industrielle. Donc c'est une mission, donc c'est un accompagnement qui est gratuit. On rencontre les sociétés par des visites. On parle de leur activité, ce qu'ils ont fait en propriété intellectuelle, ce qu'ils pourraient faire, et on voit avec eux tout ce qui est procédure, etc. Pour parler de notre organisation, nous on fait partie de la délégation Île-de-France. On est 25 chargés d'affaires, on regroupe des juristes et des ingénieurs, et on est aussi présent sur toute la France. Ça marche par domiciliation de la société, donc même si vous avez un numéro de sirène hors Île-de-France, vous pouvez contacter un chargé d'affaires sur votre région. On est 70 chargés d'affaires sur la France. Et on est aussi présent à l'international, donc si vous avez aussi des questions un peu spécifiques sur telle ou telle zone, on est aussi présent sur 10 zones avec des conseillers internationaux qui sont basés sur ces zones. Je vais laisser donc Alexandra sur la typologie des actifs. Oui, bien sûr. Merci Marie. Du coup, on parle, Marie a parlé tout à l'heure de brevets, marques, etc. L'idée, c'est vraiment rapidement, mais pour que ce soit un petit peu clair pour tout le monde, on parle de propriété industrielle, de propriété intellectuelle. Ça recoupe quoi? Ça recoupe beaucoup de choses. Donc tout d'abord, l'idée vraiment, c'est les droits de toutes les créations de l'esprit. Et ça, c'est tout ce qui est la propriété intellectuelle. En général, ça recoupe beaucoup de choses. Je vais brièvement, mais quand même vous expliquer un petit peu à chaque fois de qu'est-ce qu'on peut espérer protéger. Mais en point de départ, en général, quand vous commencez une société, vous partez sur une idée, une simple idée, hein, sans aucune concrétisation, sans nom, sans ligne de code, sans quoi que ce soit. Effectivement, donc cette idée, elle ne peut pas être protégée en tant que telle par le droit, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous approprier cette idée et empêcher quiconque de travailler sur cette idée. On est dans un pays de libre concurrence. Néanmoins, ensuite, les concrétisations, dès qu'il commence à y avoir, donc comme je le disais, un nom, une méthode, un process, une innovation technique, etc., c'est là qu'on va pouvoir commencer à venir poser des droits. Alors, on les recoupe de différentes manières. On a tout ce qui est propriété littéraire et artistique, pardon. Alors, évidemment, c'est le domaine de l'art, comme son nom l'indique, mais au-delà de l'art, en fait, on y protège tout ce qui est œuvre de l'esprit. Alors, ça peut être des textes originaux, ça peut être des films de promotion, mais originales, etc. Ensuite, on a tout le domaine des logiciels, et donc des codes sources, qui sont considérés juridiquement
grosso modo comme un roman. Alors évidemment, c'est un petit peu un raccourci, mais en gros, ça se protège par la propriété littéraire et artistique et ça se protège par le droit d'auteur, que vous connaissez peut-être. Enfin, il y a les bases de données qui sont aujourd'hui des sources très importantes, des créations très importantes pour les entreprises. Et ça se protège aussi. Alors pareil, on ne va pas rentrer dans les détails ce matin, mais ça se protège par quelque chose proche des droits d'auteur. L'avantage des droits d'auteur en France, c'est qu'ils sont dits automatiques. Il n'y a pas de formalité à effectuer pour obtenir ce droit. Après, il y a généralement des choses que l'on vous conseille de faire pour prouver ces droits, prouver la titularité. Ensuite, il y a tout le domaine de la propriété industrielle, c'est-à-dire qu'on va aller faire une demande auprès de l'office compétent pour obtenir un droit sur quelque chose. Alors, il y a le brevet, qui est tout le domaine de la technique. C'est une solution technique à un problème technique. Et à ce moment-là, évidemment, on va déposer une demande et voilà, faire tout le process pour obtenir ce brevet. Il y a tout le domaine des marques. Les marques, c'est ce qu'on appelle les signes distinctifs. C'est-à-dire que ça va être tous les signes. Alors, généralement, c'est un nom, ça peut être un logo, ça peut aller jusqu'à des choses beaucoup plus variées, des vidéos aujourd'hui. Et c'est ce que vous utilisez pour communiquer avec votre clientèle, pour que ce soit effectivement un signe de ralliement, pour que les gens vous reconnaissent. Et donc, forcément, vous investissez de l'argent dessus aussi. Et donc, on le dépose pour obtenir le droit de se protéger. Dessin et modèle, que vous connaissez peut-être moins, qui vient protéger l'apparence d'un produit. Alors, bon, tout le domaine de la mode, etc., évidemment, on est sur la forme des produits, mais ça peut être la forme d'un packaging, ça peut être la forme d'une machine aussi. Hein. On peut couvrir des aspects, enfin, c'est pas les aspects techniques, mais on peut couvrir des produits techniques avec du dessin et modèle. Donc, comme je le disais, pour les titres de propriété industrielle, il faut un dépôt. Enfin et rapidement, parce que c'est un sujet qu'on réaborde après, le savoir-faire et le secret des affaires, c'est vraiment un sujet qui est important parce que beaucoup d'entreprises ont un savoir-faire et ce savoir-faire, eh bien, il ne se protège pas par un titre, il se protège par le secret. Alors voilà, c'est effectivement, on n'a pas le temps ce matin de l'aborder. Venez nous voir au stand, on en parlera si vous avez des questions sur ce sujet-là. Mais l'idée, c'est vraiment de savoir de quoi on parle. Alors, de quoi on parle? Tous ces titres-là, tous ces moyens de protection-là, en fait, on peut, en fait, l'objectif, hein, c'est d'essayer d'utiliser au maximum tous ces outils pour aller protéger sa création. Par exemple, là, on prend l'exemple d'un robot qui a de la reconnaissance faciale pour pouvoir interagir avec certaines typologies de clients. Eh bien, non seulement, évidemment, on va aller protéger le ou les brevets, en l'occurrence. On a aussi du logiciel, bien entendu, et on va aller protéger tout ça. Maintenant, il y a évidemment l'esthétique sur laquelle il a été travaillé. Il y a la marque, parce qu'évidemment, il a un nom. Et puis, potentiellement et certainement, des secrets de fabrication. Et il faut vraiment mobiliser au maximum, en fait, pour une meilleure protection, ces outils. Maintenant, ouais. Donc, on vous a présenté un peu les rappels assez rapidement des titres de propriété industrielle. Là, cette slide, c'est pour vous montrer que la propriété intellectuelle va être présente à chaque étape du développement de votre projet. Il faut que sur votre stratégie entreprise, il y a toujours une réponse stratégie pays à avoir. Il faut vraiment que cette stratégie, elle soit cohérente et articulée par rapport à vos besoins et à vos besoins futurs. Donc là, cette slide, on a un peu repris le développement de votre projet, de la conception à l'exploitation. Donc très brièvement, on va dire quand on fait recherche de solutions, lorsqu'on est au début du projet, c'est essentiel d'aller rechercher dans les bases de données l'art antérieur, ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été déposé. C'est pour ça que vous avez des bases de données qui sont disponibles gratuitement. Il faut vérifier la liberté d'exploitation, tout ce qui est FTO. Ensuite, quand on passe à tout ce qui est recherche et développement, quand on est à la conception du produit, on est plus avancé. Il faut commencer déjà par prouver des dates de création. Ça va être la base. C'est par exemple la procédure ISOLO à l'INPI. C'est une preuve juridique qui vous permet de pouvoir prouver qu'à un certain moment donné T, vous avez tout ça entre les mains.
Et surtout, lorsqu'on va être dans tout ce qui est invention, tout ce qui est caractère technique, conserver le secret, c'est essentiel. Donc, contrat de confidentialité, dès qu'on en parle à un tiers ou à un prestataire, parce que comme disait Alexandra, le brevet, il y a la condition de nouveauté qui est primordiale. Ensuite, on va passer au lancement avec la présentation de l'innovation, la divulgation. Donc là, sur la stratégie pays, on va être sur tout ce qui est protection avant de divulguer. Donc, aller déposer des droits de pays par rapport aussi à vos volontés rester nationales, mais aussi à l'international. Il faut et aussi évaluer votre budget pays, parce que vous avez des taxes de dépôt. Si vous vous faites accompagner par un cabinet de pays, il y a des honoraires à payer. Donc, c'est essentiel d'avoir déterminé cela en amont. Et ensuite, lorsqu'on est sur l'exploitation, c'est pas le tout d'avoir des titres de propriété industrielle dans son portefeuille, il faut pouvoir les faire vivre. Donc c'est essentiel de faire de la veille pour gérer son portefeuille, défendre ses droits, parce que avoir un brevet, c'est un droit d'interdire, donc vous pouvez vous opposer à un autre dépôt, par un concurrent par exemple, gérer ses contrats de partenariat, les concessions de licence. Et comme on disait, c'est vraiment, faut avoir en vue que la propriété industrielle, c'est vraiment un outil de valorisation pour votre société. Donc là, on va arriver sur le cœur de notre sujet, comme on parle de valorisation, donc levée de fonds. Donc c'est une étape qui est cruciale pour une société et très importante, où il va falloir constituer des dossiers qui sont très complets. Et souvent, on va voir que les sociétés ne s'attardent pas trop sur la propriété intellectuelle, alors que pour les investisseurs, c'est vraiment un outil de confiance, ça va les rassurer, ça va mettre des barrières à l'entrée pour aussi les concurrents. Donc là, on a repris une phrase du rapport de l'Office européen des brevets en 2023. Les startups européennes déposant des demandes de brevets ou de marques au cours de leur phase d'amorçage ou de croissance initiale ont jusqu'à 10 fois plus de chances d'obtenir un financement. Donc c'est assez percutant et ça montre l'importance de se protéger et de développer son portefeuille d'actifs immatériels. Donc, et on voit de plus en plus, nous aussi au quotidien avec Alexandra et avec nos collègues chargés d'affaires, que les investisseurs demandent de plus en plus des dossiers qui sont complets et solides en matière de propriété intellectuelle. Donc c'est pour ça qu'on met qu'il est essentiel d'avoir un dossier pays complet pour transmettre aux investisseurs. Et il ne faut pas, c'est vraiment, il faut anticiper cela, il ne faut pas le faire au dernier moment parce que ça prend du temps. Donc vraiment en amont, comme sur la frise qu'on disait tout à l'heure, c'est tout au long du développement du projet. Donc le processus structuré des investisseurs, donc là on a repris les questions que les investisseurs vont poser à une société qui souhaite lever des fonds. Donc c'est un processus qui est vraiment c'est complexe et vraiment avec des éléments à apporter. Donc il y a une première phase d'analyse et de validation d'intérêt avec la demande de portefeuille pays complet. Donc c'est vraiment pouvoir donner aux investisseurs tous les titres de propriété industrielle, tout ce qui est marque, brevet, dessin et modèle et aussi tous les contrats. Et ensuite on va passer sur la phase de due diligence. Donc là ça va être l'ensemble des vérifications que les investisseurs vont demander à la société pour analyser la situation de la société. Et souvent, les sociétés vont penser à tout ce qui est marché, tous les aspects finance, juridiques, techniques, mais pas à l'aspect propriété intellectuelle. Et donc, on voit de plus en plus les questions qui reviennent très souvent. Qu'est-ce qui va empêcher un géant de vous copier avec des moyens décuplés? Que valent vraiment votre portefeuille propriété intellectuelle, vos brevets, vos marques, les logiciels, le savoir-faire, tout ce qui est mis au secret avec les contrats? Une étude de liberté d'exploitation a-t-elle été effectuée, donc les FTO, et aussi si le périmètre de la protection est correct. Donc là, on va voir si vous avez une activité à l'étranger, déposer des titres aussi dans ces pays-là est primordial. Il ne faut pas se contenter seulement en France parce que c'est un principe de territorialité. Alors, pour reprendre un petit peu et aller vers la boîte à conseils, effectivement, il y a 3 aspects sur lesquels on tenait à revenir. Tout d'abord, identification et analyse du portefeuille pays existant. Donc oui, les investisseurs vont regarder tout ça. Ça veut dire qu'il faut avoir traduit les idées et les connaissances de l'entreprise en actifs immatériels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire un point sur tous ces aspects-là. Effectivement, faire le tri dans tout ça. Il y a des choses
qui des fois ne nous appartiennent pas, qu'on a empruntés aux autres. Alors, bon, évidemment, justifié d'une licence. Il faut, cette licence, est-ce qu'elle correspond en fait à ce qu'on veut faire? Est-ce qu'elle n'est pas un petit peu fragilisante? Est-ce que j'ai peut-être pas encore protégé, j'ai peut-être pas encore développé tel aspect, tel logiciel? J'ai peut-être pas encore abouti ça parce que justement j'ai besoin d'engager un développeur, etc. Et c'est justement pour ça qu'on demande des fonds. Donc en fait, ce qu'il faut bien, c'est déjà être capable de connaître en fait tout ce qui peut être protégé, tout ce qui l'est, tout ce qui ne l'est pas. Ensuite, entreprendre évidemment une stratégie de protection et pouvoir être capable de la justifier. Pareil, parfois on n'a pas de brevet dans l'entreprise parce que la technologie entre guillemets qu'on a développée ne repose pas sur un brevet, être capable de l'expliquer, mais en parallèle, j'ai protégé ma base de données, j'ai mis en place du secret, je l'ai correctement fait, mes contrats de confidentialité sont corrects, etc. Pour tout ça, c'est important aussi de donner un message. On est là pour donner des messages aux investisseurs, et donc si on est accompagné par un conseil en propriété intellectuelle, ça peut et ça rassure en fait les investisseurs généralement. Évidemment, votre portefeuille doit être le plus solide possible. Donc avant le dossier, la constitution du dossier, il faut vérifier où en sont mes titres, est-ce qu'ils sont délivrés, est-ce que ma marque elle est bonne, est-ce qu'on est encore dans le délai d'opposition, brevet, marque, etc. Est-ce que j'ai bien fait est-ce que j'ai bien fait le changement d'adresse? C'est idiot, mais voilà. Est-ce que moi je pensais être protégée sur le monde entier, en fait on m'a refusé sur tel territoire? Il faut vraiment le savoir, effectivement, essayer d'avoir mis en conformité avec ce qu'on veut faire. Ensuite, est-ce que ma protection, elle correspond? Typiquement, dans le domaine des marques, c'est assez souvent qu'on rencontre des entreprises qui ont déposé une marque, tout est bon. Sauf qu'en fait, j'ai déposé un logo que j'utilise plus du tout. J'ai fait une marque, ça se dépose pour des produits et services que j'ai fait comme ça à la va-vite. En fait, je suis pas protégée pour ce que je fais ou pas pour le cœur de mon métier. Donc en fait, il faut vraiment, le brevet. Est-ce que c'est vraiment solide? Parce que des fois, effectivement, on a été obligé de réduire les revendications pour que ce soit enregistré, mais finalement, c'est pas suffisamment solide. Est-ce que, c'est ce que je disais, est-ce que ma licence, elle est exclusive, elle se termine dans 3 mois, etc. Enfin voilà. Donc il faut vraiment vérifier tout ça. Et il faut, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut vraiment prendre en compte l'ensemble de tous les titres de propriété intellectuelle qu'on peut avoir, titre ou protection. Donc ne pas mettre de côté le logiciel, ne pas mettre de côté le savoir-faire. Il faut vraiment avoir un portefeuille complet. Donc la deuxième recommandation qu'on a mis en avant avec Alexandra aujourd'hui, c'est vraiment sur garantir la titularité des droits à l'entreprise. Souvent, comme sur l'autre slide, on ne fait pas attention, on ne fait pas les modifications et ça peut se montrer problématique pour la société. Donc là, sur 2 points, donc gérer les droits de pays sur les créations en interne. En exemple, on a pris du côté brevet, donc les inventions de mission pour le salarié, donc un salarié qui va développer X choses pour la société, il va falloir l'identifier. Donc ça doit être encadré dans le contrat de travail. Et invention de mission, ça veut dire qu'il l'a fait sur son temps de travail, donc là, il va y avoir une rémunération supplémentaire qui doit être prévue dans le contrat de travail. Souvent, ça peut être oublié ou c'est pas assez identifié, donc pas hésiter... Pourquoi pas à faire des avenants au contrat et les investisseurs vont demander si tout est clarifié sur cela. Donc il faut pouvoir apporter ces contrats. Chaque clause de pays doit bien être structurée avec les bonnes mentions et c'est vraiment primordial. Sur le deuxième, donc là on était sur les internes avec l'exemple du brevet et le salarié. Après aussi dans le cadre des collaborations. Pour voir si tous les contrats de cession ont bien été aussi effectués. Par exemple, vous avez un prestataire qui va développer un logo pour vous, qui va le dessiner, quelqu'un qui va aussi vous aider sur un logiciel, qui va le développer avec vous. Il faut bien faire attention, puisque on parlait du droit d'auteur tout à l'heure, c'est du coup, ça naît sur la tête de l'auteur, donc celui qui crée
et l'auteur de ce qu'il a développé. Et il faut bien pouvoir faire un contrat de cession pour que la société récupère la titularité de ses créations. Parce qu'à tout moment, si ça n'a pas été bien encadré, la personne peut revenir vers vous et vous interdire d'exploiter ce que vous êtes en train de faire. Et c'est assez dommageable. Donc, l'investisseur va vous regarder aussi si tous ces contrats sont bien carrés, si c'est bien identifié, que toute la titularité est à la société. Et aussi, une petite chose qu'on voit assez souvent lors de nos rendez-vous, par exemple pour la marque, souvent les personnes vont déposer la marque, ça va être au nom de leur société, à leur propre nom pour débuter, parce que la société n'est pas encore formée et la rectification n'est pas effectuée. Et on s'en rend compte quand on est en train de constituer notre dossier. Et juste faire cette petite modification pour l'INPI, c'est sur le compte, et transférer de la personne physique à la personne morale, c'est très rapide, mais on l'oublie assez souvent, et nous on le voit assez souvent aussi en rendez-vous. Donc ce petit problème, bien faire attention pour la titularité. Et troisième warning sur lequel on voulait attirer votre attention, c'est effectivement l'évaluation des risques associés à la propriété intellectuelle. Effectivement, donc tout à l'heure on le disait, savoir où en sont nos titres, etc. Mais aussi la question c'est, est-ce que j'ai des litiges, alors en cours, bon ça généralement vous le savez, encore que pas toujours. Donc il faut vraiment savoir en fait ce qu'il en est, mais aussi peut-être aller vérifier. Alors vous allez vérifier, mais l'investisseur de toute façon il va vous demander des comptes pour vérifier s'il n'y a pas des litiges qui peuvent venir. C'est pour ça que donc déjà évidemment faut vérifier où vous en êtes. Est-ce qu'il y a des oppositions, par exemple, sur la validité des titres? L'opposition, c'est un recours administratif qui se fait auprès de l'office auprès duquel on tente d'obtenir le titre. Ensuite, est-ce qu'il y a des contestations d'une manière quelconque? Au-delà de ça, en fait, qu'est-ce que vaut votre titre? Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a une marque d'enregistré ou même un brevet qu'il est incontestable. A priori, sauf preuve du contraire, si, mais quand même, il peut y avoir des contestations possibles. Et notamment, les investisseurs demandent de plus en plus, effectivement, ce qu'on appelle des libertés d'exploitation. C'est d'aller vérifier, en fait, que mon brevet ne s'appuie pas sur un brevet existant, sur lequel il existe encore des droits. Et donc, en fait, comme je ne sais plus si on l'a dit, un brevet, c'est pas un droit d'exploiter. C'est un droit d'interdire. Moi, j'ai créé quelque chose, je pose un cadenas dessus. Pour autant, je ne peux pas forcément exploiter si je m'appuie sur un droit existant. Excusez-moi. Donc voilà, donc ça va être de plus en plus analysé, et c'est vraiment très important de voir en fait effectivement si vous avez anticipé où vous en êtes. Et puis évidemment, s'il y a des gros litiges, de toute façon, on considérera que votre titre n'existe pas. Même que c'est un gros risque. À l'inverse aussi, ils vont aller regarder comment est-ce que vous avez lancé des litiges, si vous surveillez bien vos titres, si vous avez vu que quelqu'un utilisait une marque proche, vous avez bien fait en sorte que ça s'arrête, et peut-être même, alors généralement vous n'en êtes pas là, mais peut-être même que vous avez été racheter un brevet, ou en tout cas vous êtes en train d'essayer de racheter un brevet qui va bien, une marque qui était antérieure, etc. Et tout ça est vraiment regarder votre attitude au-delà du litige en lui-même, parce que dans le contexte, de toute façon les litiges, c'est le jeu, entre guillemets, mais effectivement, comment vous gérez ça? Est-ce que vous le traitez à la légère? Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que vous avez anticipé, etc. Donc effectivement, toujours prendre les devants sur les litiges, essayer toujours, et c'est pour ça qu'il faut aussi faire des veilles pour savoir un peu ce qui nous tombe dessus. Moi, c'est ce que je dis toujours aux entreprises que je rencontre. C'est bien de savoir ce qu'il y a. Quand on dépose une marque, on va aller vérifier ce qui existe comme marque. C'est pas parce qu'il y a telle marque qui existe qu'on va pas déposer, par exemple. Mais voilà, on sait qu'elle existe, on sait comment on va pouvoir répondre, etc. Éventuellement, effectivement, on mène soi-même des actions, et c'est important, et les investisseurs effectivement regardent tout ça. Donc
Effectivement, c'est un peu rapide, mais donc encore une fois, donc l'INPI est présent auprès de vous. On est sur le stand là-bas. J'ai pas le numéro, c'est A quelque chose. Enfin, on est vraiment sur le côté là-bas. Donc n'hésitez pas à venir. Et on est là pour vous accompagner. Donc comme l'a dit Marie, à chaque instant du développement, il n'y a pas de mauvais moment, il n'y a pas de trop tard et il n'y a pas de trop tôt non plus. On a pour s'appuyer, en fait, on a quelques produits. Je ne vais pas tous les développer. On a des petites subventions en fonction de la situation financière de l'entreprise et surtout autour du brevet. On a des formations, des cartographies éventuellement. Et surtout, on a 2 outils qui sont des diagnostics, pré-diagnostics et empreintes, et qui vous permettent de formaliser un petit peu où vous en êtes. Vous avez un document. Déjà, ça prouve que vous vous intéressez à la propriété intellectuelle, et puis surtout ça vous aide à mettre en place une stratégie, un plan d'action. Voilà pour notre... Ouais, tu voulais rajouter quelque chose? Voilà. Pas hésiter à nous contacter ou à passer là sur le stand pour soit convenir, comme on disait, d'un rendez-vous où on va vraiment identifier par rapport à votre domaine d'activité et parler de tous les sujets et de rentrer plus en détail sur nos prestations. Et en attendant, je crois qu'on a quelques minutes pour quelques questions et sinon on attendra sur le côté. Oui. Oui. Alors, il arrive avec le micro, je crois. Voilà. Merci. Merci pour vos explications synthétiques et claires. Je ne vais pas parler de mon projet parce que sinon tout le monde va vouloir faire pareil et on est là encore demain matin. Moi je suis élu local, vice-président de Cœur d'Essonne Agglomération qui est juste à côté. J'ai juste une question en tant qu'ancien représentant des maires de France à l'AFNOR. Est-ce que l'INPI a des contacts, des relations avec l'AFNOR ? Oui, tout à fait. On a des contacts réguliers. Moi, je m'occupe du partenariat avec l'AFNOR, donc j'ai des contacts. Et puis, on parle. Alors, évidemment, nous, on n'est pas experts de la norme, mais voilà. Oui, on a des contacts et on se renvoie des clients, entre guillemets, parce que c'est des sujets qui sont quand même liés, même si chacun sa spécialité. Je pose la question parce que c'est important que les entreprises françaises envoie du monde au sein de ces organismes, que ce soit français ou européens, parce que la France est très très à la traîne sur la normalisation. Oui, très bien. Merci. Bonjour, merci. Concernant la protection du secret du savoir-faire, vous avez indiqué qu'il était important de le formaliser. Est-ce que vous pourriez développer juste un petit peu, ce point-là? Ça va être, par exemple, comme on disait, aller faire une enveloppe ISOLO, c'est avoir un dépôt probatoire pour pouvoir prouver, par exemple, qu'à partir d'aujourd'hui, vous aviez tout ça entre les mains. Ce n'est pas un titre de propriété industrielle, c'est une preuve juridique recevable en cas de litige, par exemple. Et donc, pour parler ISOLO de l'INPI, après vous avez d'autres organismes qui proposent des dépôts probatoires, mais ça vous permet de sceller numériquement ce que vous avez actuellement. Et ça va être la base de... parce que potentiellement, à un moment donné, il faudra peut-être organiser aussi la transmission dans l'entreprise, évidemment, pas en externe. En fait, voilà, c'est aussi dans ce sens-là, en fait, il faut formaliser pour savoir de quoi on parle, y mettre une date. Et potentiellement, peut-être qu'à un moment donné, il faudra le transmettre à quelqu'un. Donc, du coup, c'est ça. Mais il n'y a pas de... après, c'est libre. Il n'y a pas de forme précise. Voilà. Après, pour ce qu'on y met, je vous dis, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout développer. Donc, c'est des choses dont on peut discuter. Il y a une autre question, je crois. Ça fait. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Une petite question, vous nous avez parlé de l'importance de mettre de la propriété intellectuelle sur les logiciels, le code source qui relève de la propriété littéraire et artistique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une énorme partie, parfois plus de la moitié d'un code qui peut être réalisé avec des outils d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut encore entamer des procédures et faire la propriété intellectuelle, même si c'est le cas, même si le code est énormément réalisé par IA? Alors, effectivement, on a parlé code source. Après, quand on parle logiciel, il y a plusieurs éléments qui vont être protégés par la propriété intellectuelle.
et donc code source pour le droit d'auteur. Après, il ne faut pas se fermer la porte à tout ce qui est brevetabilité. Brevetabilité, ça va être tout ce qui est, par exemple, l'algorithme, la fonction technique, si on répond aux conditions de brevetabilité. Mais il faut penser tous les éléments. Et après, après... Oui, après, oui. Non, mais, oui. Oui, non, après, bah voilà. On n'a pas tout entendu, en fait. Non, j'ai pas bien entendu toute la question, donc je suis pas sûre d'avoir tout compris. On entend beaucoup le bruit à côté. Je suis désolé, je vais essayer d'être un peu plus... Pas grave. Non, je veux juste savoir, quand un code, là, une société lance son produit essentiellement informatique, c'est basé sur un code. Le code, il est réalisé avec Copilot, GitHub, des outils d'IA, où l'IA va venir écrire de 50 à 60% du code. Est-ce qu'on peut encore, à ce moment-là, parler de propriété intellectuelle ou lancer un projet justement pour breveter ou quoi, où on va pas nous dire, ah ben non, si c'est l'IA qui l'a fait, c'est pas vous qui l'avez fait, et faire comme en Amérique, où la jurisprudence bloque toutes les tentatives de breveter ça. J'ai envie de dire, ça dépend. Alors déjà, bon, il y a des choses, du droit qui est encore en construction, il y a des choses qui vont venir aussi. La jurisprudence, hein, elle se fait au fur et à mesure. Après, comme ça, rapidement, peut-être qu'il y a... alors, il faut voir les licences en fait qui existent effectivement, c'est ça le problème, c'est que voilà, des fois vous mettez le doigt dans un engrenage où vous êtes obligé de rester dans ce contexte-là. Des fois, tout simplement, ça appartient au propriétaire de l'IA, mais des fois, il y a une partie que vous avez fait avec l'IA, bon ok, cette partie elle appartient à personne. Après, et des fois, il y a une partie sur laquelle vous avez travaillé, une partie sur laquelle vous avez travaillé beaucoup de temps, et c'est ça qui est identifiable effectivement, et c'est là-dessus que peut-être que vous aurez un droit. Effectivement, tout ça c'est de l'hypothétique parce qu'effectivement il y a des licences ou il y a des choses qui font que ça englobe tout et que vous êtes un petit peu... On ne peut plus parler de droit sur le code. Après, comme l'a expliqué Marie, il y a d'autres choses et notamment un logiciel, si vous le vendez à quelqu'un, bah, notamment il va y avoir la marque, hein, évidemment. Il y a des choses qui fait que quand même vous allez pouvoir monter un dossier de propriété intellectuelle voilà, pour vous identifier auprès de votre concurrence et de votre clientèle. Je crois qu'on va terminer. Pour ceux qui ont d'autres questions, on pourra on pourra attendre un petit peu sur le côté. Et puis notre stand, il est vraiment pas loin, donc n'hésitez pas. Et puis vous avez nos adresses mail. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir.